Bienvenue à IA du Neuf. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet clé pour l'avenir, comment l'IA transforme à la fois l'exploitation minière et le recyclage. D'un côté, l'IA permet de trouver des ressources plus efficacement et avec moins d'impact sur l'environnement. De l'autre, elle optimise la traçabilité et le réemploi des matériaux, rendant le recyclage plus performant et transparent. Simon Lessard, cofondateur et PDG de Litologique, nous explique comment son entreprise utilise l'IA pour optimiser la prospection minérale et minimiser son empreinte écologique. Gabriel Trottier-Hardy, directeur des affaires publiques et commerciales chez Enim, nous montrera comment l'IA améliore la gestion des matériaux recyclés et soutient une économie circulaire plus durable. Deux approches différentes, mais une même ambition: rendre ces industries plus intelligentes, plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur IA du Neuf, le podcast où on parle d'intelligence artificielle pour comprendre comment cette technologie vient façonner les industries et notre quotidien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un secteur différent, captivant et essentiel: comment la prospection minière et le recyclage utilisent ces technologies-là pour améliorer leur processus ou encore améliorer leur impact sur l'environnement. C'est Laetitia Constantin, développeuse IA et logiciel chez Explorer, qui vous parle, et je suis accompagnée aujourd'hui de Rémi Dion, VP et cofondateur. Bonjour Rémi. Bonjour Laetitia. Je suis très excité aujourd'hui. Aujourd'hui, comme à chaque fois, on parle de l'impact de l'IA dans le milieu de la vie professionnelle. C'est quoi l'impact que ça va avoir dans les prochaines années, mais l'impact que ça a déjà actuellement. Et puis, ça se cache un peu partout. Et puis maintenant, aujourd'hui, on veut parler du milieu minier. Chez Explorer, on a la chance d'avoir pu voir à travers notre collaboration avec Simon le milieu minier. Puis justement, Simon, bienvenue à notre podcast. J'aimerais ça que dans quelques minutes, je vais t'inviter à te présenter. Je suis vraiment heureux que Litologique puisse parler de cette technologie. On a également avec nous Gabriel de Enim, donc dans le milieu de la revalorisation des métaux précieux ou des métaux en général dans l'électronique. Je me suis pas trompé. Déchets primés, puis oui, les métaux, mais on a aussi tout ce qui est contenu dans les cartes de circuit imprimées, donc également du plastique, la fibre de verre. On a vraiment un objectif zéro déchet. Donc, je suis vraiment excité de pouvoir parler de ça. On ferme la boucle, l'économie circulaire, donc un projet, un sujet emballant. Sautons directement là-dedans. Oui, donc on va commencer par les présentations. Qui de mieux que les personnes concernées pour se présenter? Moi, je lance la balle à qui veut commencer par se présenter un petit peu ce que vous faites, l'entreprise dans les grandes lignes. Choisissez. Je vais y aller. Merci beaucoup Rémi et Laetitia pour l'invitation. Super sujet aujourd'hui, vraiment. Simon Lessard, cofondateur et CEO de Litologique. Merci d'être avec nous. Gabriel? Oui, alors Gabriel Trottier-Hardy, je suis directeur développement et affaires juridiques chez Enim. Enim pour mine à l'envers, donc on y reviendra, mais c'est un petit anacyclique, un petit clin d'œil à la circularité. Un anacyclique? Un anacyclique, c'est justement l'intelligence artificielle qui m'a fait découvrir que ce n'était pas un palindrome, mais bien un anacyclique. Oui. OK, génial. Je serais curieux de savoir, commençons avec toi, Simon. Peux-tu nous parler de ton parcours? Toi, tu peux nous parler également de Litologique, c'est ton projet. Qu'est-ce qui a fait que ça a vu le jour? Donc, quel est ton parcours? Bien, mon parcours est étonnamment un peu déconnecté de l'industrie minière. J'ai commencé en optique, donc à développer des systèmes d'imagerie optique hyperspectrale pour faire l'analyse de matière. Je travaillais pour une entreprise où on développait des systèmes pour les sciences de la vie, les matériaux avancés. On n'était pas dans les mines, là. Excusez-moi. Non, on n'était pas dans les mines à l'époque. Et un jour est arrivée une opportunité de développer une verticale qui touchait une application dans les mines spécifiquement. Et c'est là que j'ai découvert ce monde-là qui est vraiment fascinant. Pour moi, les mines, puis je pense que ça peut-être la perception de bien des gens, c'est des marteaux, des roches, de la dynamite, puis des camions. Ce que j'ai découvert, c'est que l'industrie, c'est beaucoup plus que ça. C'est une industrie qui est fascinante, tant par ses défis qui sont très, très, très immenses et multidisciplinaires, mais aussi les opportunités qu'il y a d'amélioration. Puis l'industrie investit énormément pour s'améliorer. Donc, pour Litologique, c'est une mine. C'est une mer d'opportunités pour développer des technologies, l'innovation, pour rendre
un secteur industriel qui est nécessaire à notre développement en tant que société. À tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça a soit été miné ou ça a été planté. OK. Et pour comprendre un peu plus ce domaine-là, qu'est-ce qu'on cherche exactement dans une mine aujourd'hui? Bien, on cherche les différents métaux qui nous permettent de bâtir tout ce qu'on a comme ouvrage dans la société. Il y a beaucoup de métaux qui sont nécessaires à la transition vers les énergies vertes. Donc, on cherche à produire des métaux pour la construction, pour le pharmaceutique, pour on fait tout ce qu'on a besoin pour construire. Est-ce que les mines, ça égale métaux? Ou est-ce que mine, dans le cas de Litalogique, ça égale métaux? Non, mine n'égale pas métaux nécessairement. Il y a plein de minéraux qui sont minés pour différentes applications en santé, les médicaments. On en a dans la peinture, il y en a dans les meubles ici. On pense souvent aux produits électroniques pour les métaux critiques. On pense souvent à l'acier pour la construction. Mais il y a des métaux, il y a des minéraux dans la nourriture, dans les médicaments, dans les produits cosmétiques, dans tous les biens qu'on conçoit. Okay. Et est-ce qu'on trouve tout ce qu'on veut dans les mines? Ou il y a certains types de matériaux, de minerais qu'il faudrait aller chercher ailleurs que dans une mine? Ben, je dirais, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on a réussi à trouver. Je pense que la société s'est calquée un peu sur ce qui était accessible comme ressource. Mais il n'y a pas que seulement les mines dans la roche. Il ne faut pas oublier qu'il y a des mines aussi dans les saumures, dans l'océan. Il y a différentes sources d'approvisionnement de minéraux qui sont en développement, qu'on connaît moins parce qu'on a historiquement plus miné au niveau de la roche. Puis maintenant, on sait qu'il y en a aussi dans les dépotoirs, c'est ça? Exactement. Ben, il y en a même dans vos tiroirs aussi. En fait, c'est la mine urbaine de notre côté qu'on vient exploiter. Donc, on fait souvent un petit sondage quand on parle aux gens combien vous avez de vieux ordinateurs, vieilles tablettes, vieux cellulaires, vieilles ampoules maintenant, même vieilles sonnettes. Tout est connecté maintenant. Puis souvent, quand ça devient désuet, on ne sait pas trop quoi faire avec. La mine urbaine, c'est un peu ça, en fait. Donc, tout le monde peut y contribuer. Puis à l'intérieur de ces déchets-là, bien, effectivement, il y a énormément de métaux. Il peut y avoir du plastique, il peut y avoir autre chose, mais on dit qu'il y a jusqu'à 7 % des réserves d'or mondiales qui sont dans les déchets électroniques aujourd'hui. 7 7 % Mais ça me semble vraiment énorme. C'est beaucoup. Oui, puis en fait, en teneur, il peut y avoir jusqu'à 100 fois plus d'or dans un minerai de mine urbaine que dans ce qu'on extrait de la terre. C'est beaucoup plus concentré parce que ça a déjà justement été miné de la terre. Donc, nous, chez NIM, c'est vraiment notre objectif, c'est d'aller rechercher toutes ces ressources-là qui ont déjà été exploitées une première fois pour les revaloriser, les réintégrer dans une autre chaîne de valeur, que ce soit celle de l'électronique, que ce soit dans le domaine du luxe, que ce soit dans le domaine de la construction, avec ce qu'il y a dans une carte de circuit imprimé, on pourrait y revenir, mais ouais, c'est tout un beau potentiel, la mine urbaine. Puis, c'est mondial. En fait, c'est un terrain de jeu où il y a 62 millions de tonnes de déchets qui sont générés à chaque année. Présentement, on s'attend à ce qu'il y en ait, juste parce que tout est connecté maintenant. En 2050, on projette 120 millions de tonnes, donc vraiment énorme. Puis malheureusement, aujourd'hui, mondialement, seulement 22 %, là, je lance plein de chiffres, mais 22 % des déchets électroniques qui sont revalorisés. Donc, il y a vraiment un gros potentiel aussi de croissance là-dedans. Le 120 millions, j'ai accroché là-dessus, 120 millions de tonnes, ça, c'est total? Oui. Fait que, c'est quoi le rythme auquel on produit ça? Le sais-tu? C'est une très bonne question. Mais en fait, je pense qu'on le voit là, aujourd'hui, il y a des trucs qui n'étaient pas connectés il y a quelques années qui le sont maintenant. Donc, c'est pour ça que ça croît. Donc, il y a évidemment tout un historique derrière. Je me suis promené à quelques endroits dans le monde, entre autres en Europe de l'Est, où là, vraiment, on tombe sur des vieux ordinateurs, des Pentium des années 70 qui étaient plaqués or, des gros morceaux, là, que ça pourrait presque être une œuvre d'art. Maintenant, ben, les téléphones, les sonnettes, les ampoules, c'est beaucoup plus petit, mais il y en a de plus en plus aussi. Donc, un potentiel peut-être encore plus grand de les perdre si on ne s'arrime pas comme il faut avec les gens autour. Là. Les vêtements sont connectés aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. Oui. Moi, j'en ai pas. Les bijoux, il y a vraiment tout est connecté. Ah oui, j'ai vu, on s'éloigne de la montre, on va vers l'anneau qui prend le... Oui, exact. Gabriel, comment tu t'es retrouvé à être dans ce secteur-là? Ben, en fait, c'est un tout nouveau secteur pour moi. J'ai été dans les technologies propres, je dirais, toute ma vie. Je suis avocat de formation. J'ai commencé, en fait, chez Bombardier Transport comme stagiaire il y a plus de 15 ans. J'ai donc été avocat là-bas. J'ai été dans divers rôles commerciaux, passé 2 ans au Mexique, dans une zone minière, mais ça n'avait rien à voir. L'usine était simplement là. Assez rapidement, je dirais, c'est ça que j'ai bifurqué du côté commercial. Donc, j'ai été à la tête du département des soumissions chez Bombardier, donc les grands appels d'offres qu'il y avait, le REM, entre autres, Via Rail, etc. Donc, c'était mes équipes qui travaillaient là-dessus. Par la suite, ben, j'ai passé 3 ans à peu près en développant des affaires, vente, lobby pour, encore une fois, les grands projets québécois qui vont
arriver dans les prochaines années. J'ai passé par la suite 1 an chez Hydro-Québec, entre autres chez InnovHQ, une filiale d'Hydro-Québec qui était vouée au changement climatique puis à la lutte contre les changements climatiques, donc en innovation. Et puis, j'ai eu une superbe opportunité avec une belle équipe, un projet en or, là, sans jeu de mots, Enim, qui naissait. Donc, je suis arrivé dès le début de cette belle aventure-là. On pourra revenir à ce qu'on fait chez Enim, là, mais je connaissais... Mon dernier cours de chimie, c'était en secondaire 4. Je connaissais pas bien le tableau périodique. Je le connais très bien maintenant. Et puis, c'est ça. Depuis ce temps-là, depuis 2 ans, en fait, que je suis dans cette belle aventure-là, je fais plein de belles rencontres, plein de découvertes au niveau du potentiel. Puis je me rends compte que c'est un milieu qui est en mouvance, qui est vraiment en train d'évoluer. J'espère, je pense, du bon côté. OK. Et qu'est-ce qui t'a fait aller et te dire de croire en ce projet-là? Qu'est-ce qui a été innovant à ce moment-là, de se dire, ça va marcher, il y a du potentiel? Ouais, une série de choses. Je pense que c'est toujours important d'avoir des connexions avec les gens. Donc, mon PDG, Simon, est un collègue à moi du passé aussi. Donc, j'avais une confiance en lui. L'équipe qui est derrière, on est une jeune pousse, une start-up. C'est pour ça que j'ai un rôle, un chapeau affaires juridiques, mais aussi affaires publiques, vente. On est un peu couteau suisse là, au départ. Mais j'aime dire qu'on est vraiment propulsé par... On a 2 belles machines derrière nous aussi, là, 2 entreprises qui sont derrière les premiers brevets d'Enim. Donc, d'un côté, il y a Dundee Technologies Durables qui est liée à Dundee Mine, justement, Dundee Corp. Donc, une vraie minière qui avait développé des procédés propres pour aller exploiter, en fait, l'or, mais d'une manière plus propre, donc sans cyanure, sans mercure. Ils cherchaient d'autres applications à leur innovation. Et c'est là à rebours, dans le fond, qui ont développé le reste du procédé Enim avec une boîte d'ingénierie qui s'appelle Soneca, qui a plus de 250 ingénieurs. Donc, oui, on est une petite équipe Enim, mais dans le fond, il y a des abeilles ouvrières derrière, une 40aine de personnes qui travaillent à moduler, travailler sur le procédé, puis à nous lancer vers le futur. Donc, c'est ce qui m'a convaincu, je dirais, aussi le sérieux du projet, là. OK. Et pour tout ce qui est minerai dans les mines, alors comment, parce que moi, effectivement, je suis à l'ancienne avec une pioche et de la dynamite, comment que ça marche aujourd'hui? Il y a encore de la dynamite, oui. Les outils se sont un peu raffinés. Par contre, il y a une grande volonté de numériser cette industrie-là aujourd'hui parce qu'on doit ramener des processus vers quelque chose de plus... tout le monde rêve du smart mining, on veut se diriger vers là. La grande vision, c'est la mine autonome. C'est la mine où il y a le moins possible de personnes impliquées dans les opérations à risque, parce que c'est quand même assez risqué comme secteur d'activité. Donc, cette vision-là, sur quelques décennies encore, de ramener la mine vers quelque chose d'autonome où il y a moins de personnes, passe par différentes phases de numérisation, d'autonomisation des différents processus. Donc, aujourd'hui, c'est une approche qui est bloc par bloc, des petits incréments technologiques pour arriver à cette grande vision-là. Nous, on s'inscrit là-dedans dans numériser, en fait, les analyses géologiques, donc les rendre rapides pour que l'échantillon soit produit, l'échantillon soit analysé et que sa donnée soit valorisée très rapidement parce qu'elle doit permettre une prise de décision dans les plus courts délais possibles. OK, là, ça veut dire qu'actuellement, sans la technologie, les délais, c'est quoi aujourd'hui? Il y a des délais qui sont à plusieurs niveaux dans l'obtention des données géoscientifiques, comme par exemple les laboratoires externes qui s'insèrent dans le chemin. Donc, le géologue regarde son échantillon. Avec nos yeux d'humain, on voit une certaine partie de l'information qui est quand même assez limitée. Pour confirmer, on doit aller vers des services externes. Donc, on prépare l'échantillon, on l'envoie par camion, ça va vers un laboratoire externe, ça prend quelques semaines, voire quelques mois. Semaines à quelques mois. Parce que c'est des procédés qui demandent un certain temps. Puis, il y a souvent des lots d'échantillons assez importants qui sont traités. On parle d'échantillons, mais là, si on recule là, pour que je visualise la bonne chose, l'échantillon, tu l'as pris où? L'échantillon, tu l'as foré. Tu as fait une carotte de forage. Avec une pioche? Avec une grosse pioche hydraulique qui tourne, oui. Okay. Une genre de pioche qui est une foreuse. Donc, on va aller chercher un cylindre de roche dans le sous-sol à quelques centaines de mètres, quelques milliers de mètres à l'occasion. On est capable de se rendre en kilomètres avec une foreuse? On est capable d'aller jusqu'à 3 kilomètres. C'est faisable. C'est très long, mais ça se fait. Généralement, ça va être peut-être 300, 400, 500, 1000 mètres. Donc, on va aller chercher ce cylindre de roche-là. Après, on va l'observer visuellement avec notre œil d'humain. Donc, notre œil d'humain qui voit les couleurs. Donc, c'est une
toute petite partie, c'est un faible pourcentage de l'information qui est disponible, mais bon, nos yeux d'humain sont ce qu'ils sont. Et puis ensuite, on prépare l'échantillon et là, on attend le retour du laboratoire. Ben, l'enjeu dans tout ça, c'est que ça doit continuer entre-temps. On ne peut pas attendre. La mine ne va pas arrêter ou l'exploration ne va pas arrêter parce qu'on attend le résultat. On va prendre certaines décisions quand même avec des assumptions qui sont basées sur ce qu'on a observé. Parce que là, on est loin aussi, j'imagine. En tout cas, au Canada, j'imagine qu'on est dans le nord. Je ne sais pas c'est quoi la réalité qui existe à travers le monde, mais on est potentiellement loin du dit laboratoire. Donc, on a une machine qui est, je me l'imagine, très grosse parce qu'elle est capable de forer à plusieurs milliers de mètres dans le sol. Puis là, elle va attendre des semaines ou qu'est-ce qu'elle va faire pendant ce temps-là? Ben, la foreuse, elle risque fort bien de continuer. Et c'est une des parties du problème, c'est qu'on continue sans vraiment savoir si on doit continuer. Parce qu'on n'a pas l'information. Donc là, on a deux choix. On arrête la foreuse, ce qui n'est pas très tentant parce que ça coûte cher de l'heure, on ne veut pas l'immobiliser, on veut qu'elle produise, ou on continue à forer. Donc, si on fore, on peut forer, puis on est dans une bonne zone, ou on peut forer dans une zone où on aurait dû arrêter. Donc, c'est là qui est toujours un peu la décision qui doit être prise rapidement. Est-ce qu'on continue à forer, est-ce qu'on arrête, ou est-ce qu'on déplace la foreuse vers le prochain site de forage? Auquel cas, ben, on aurait pu avoir raison parce que c'était pas une bonne cible, ou on aurait pu avoir tort, et là, il faut retourner au site de forage. Il faut constamment prendre des décisions sur une information qu'on n'a pas. Pardon? Je me mets à la place de la mine. Il faut constamment prendre une décision sur une information qu'on n'a pas en attente de l'information qui revient des échantillons. Donc, de pouvoir réduire ce temps-là, on parlait en semaine, à jour, ben là, ça a un impact majeur sur les opérations d'une mine. Là. Parce que ce que tu nous décris, c'est la façon qu'on opère depuis des dizaines d'années. Là. Oui, c'est la façon dont on opère depuis des dizaines d'années, sauf qu'il y a quelque chose qui change depuis toutes ces dizaines d'années-là, c'est que les bonnes mines, on les a extraites, on les a trouvées. Là, ce qu'on cherche, c'est les mines qui sont de plus en plus subtiles, petites, profondes, éloignées. Hein, les bonnes cibles, là, ça fait des centaines d'années, une bonne centaine d'années qu'on mine. Donc là, on cherche des mines qui sont plus difficiles à trouver. Les indices visuels qu'on peut obtenir pour conclure sur la présence d'une mine ou pas, ils sont de plus en plus difficiles à obtenir. On a besoin de la technologie pour aller chercher ces indices-là, parce que l'or visible, là, ça n'existe plus. Ça se trouve... À part dans la mine urbaine. On la voit très bien sur les cartes de circuit imprimées. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a vraiment des éléments du procédé, en fait, en termes d'échantillonnage, dans la manière, je dirais, traditionnelle de revaloriser les déchets électroniques, qui est semblable. Les fameuses carottes dont tu parles, que je ne connaissais pas il y a 2 ans, c'est essentiellement la manière aujourd'hui. Là, si je fais le petit chemin rapide, on a un déchet électronique. Nous, vraiment, ce qu'on revalorise, c'est la carte à l'intérieur, la carte verte, où on voit l'or, justement. On voit le cuivre, on va voir les imprimés dessus. La plupart du temps, ben, aujourd'hui, ce sont des recycleurs. Moi, je les appelle des agrégateurs là, qui vont vraiment, dans le fond, aller chercher des lots dans des écocentres, etc., puis qui vont en ramasser suffisamment. Ils vont normalement les broyer pour ensuite les envoyer. Aujourd'hui, j'en ai pas parlé, mais la manière de revaloriser les déchets électroniques, c'est via des fonderies, en fait. Beaucoup mieux que de les garder à la maison, de les enfouir ou de les envoyer aux 4 coins du monde dans des pays en Afrique ou des pays en développement, en fait, où on a des images là, d'enfants, de mamans qui font vraiment avec un petit chaudron de fortune, chauffer le tout pour aller récupérer. Donc, si je reviens à la méthode normale, ça s'en va dans une fonderie. Ils vont faire des échantillons, ils vont donner déjà une espèce d'aperçu de ce qu'ils croient qu'il y a dans le lot en question. Puis nous aussi, ça prend trop... Ben, nous, je dis, c'est pas ça énime, mais disons, dans l'industrie aujourd'hui, ça prend 3 à 4 mois au recycleur pour être payé complètement, en fait, puis de savoir exactement ce qu'il y avait dans son lot. Nous, on se démarque avec une méthode qui est différente où on va venir microniser, donc vraiment rendre très, très, très petit l'ensemble de ce qu'on reçoit en carte de circuit imprimée, puis on va l'évaluer de A à Z. On va l'échantillonner au complet avec, entre autres, des procédés qui sont liés à l'IA. Ça vient de la pharma, là, entre autres. Notre chef des opérations vient de ce monde-là aussi. Donc, et puis là, on va vraiment essayer de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur du lot en question pour rapidement pouvoir communiquer avec nos partenaires et puis transformer ces cartes de circuit imprimées-là en métaux en 24 heures, en fait. Donc, on a vraiment une ambition d'aller beaucoup plus vite, entre autres, grâce à ces innovations-là. Effectivement, 24 heures versus 4 mois, c'est plus rentable. Oui, ben c'est un de nos différenciateurs, je dirais, là, pour essayer de convaincre des joueurs d'embarquer dans l'aventure Inim avec nous. Là. Le temps est toujours un élément clé. Le temps, c'est de l'argent pour vrai. Bon, hein? Ça convainc bien. Hein?
Tout ce qui est périphérique est extrêmement difficile à monnayer, mais le temps, tout le monde comprend la notion de... Oui, puis je pense que dans les deux mondes, en fait, une des clés aussi, c'est la confiance. D'avoir confiance en l'échantillon, d'avoir confiance en la méthodologie qui est utilisée. La méthode que tu décris de carotte, moi, de ce que je comprends, c'est une méthode qui est utilisée depuis très, très longtemps. Nous, on va arriver avec une innovation qui est utilisée dans d'autres secteurs, mais qui ne l'est pas dans les déchets électroniques, qui est, dans le fond, c'est un monde, c'est une industrie qui existe depuis déjà très longtemps. Il y a un certain conservatisme de ce côté-là. Donc, il va vraiment falloir montrer patte blanche puis aller gagner la confiance des gens, même si c'est scientifique de A à Z. Là. Dis-moi, est-ce que je visualise la bonne chose quand tu dis microniser, on parle d'une poudre? C'est pratiquement une poudre, ouais, c'est réduit en des millimètres, pratiquement une poudre, effectivement. Okay. Alors que parfois aujourd'hui, des fois ça va être livré en carte complète, des fois ça va être plus déchiqueté de manière un petit peu plus grosse, là, donc toujours dans le but. Aujourd'hui, pourquoi ils font ça, c'est pas tant, c'est pas pour aller chercher un petit peu plus de contenu, c'est vraiment pour essayer de couper les coûts de transport parce que ça prend moins de place. Puis bon, les recycleurs, les agrégateurs le font pour ça. Nous, on dit qu'on est agnostique là-dessus. On peut recevoir une carte complète, on peut recevoir déjà un déchiquetage qui est fait de manière succincte. On peut recevoir une poudre déjà. Dans tous les cas, la plupart du temps, ça va être micronisé de toute façon, donc mis encore plus petit. Tout ça dans une solution, je ne l'ai pas dit, mais qui est hydrométallurgique. Donc, je disais qu'aujourd'hui, c'est la pyrométallurgie, le feu. Nous, en fait, on arrive avec une méthode qui est de l'eau, des bases, des acides. Donc, c'est dans des bassins fermés, donc sans émissions toxiques, sous forme gazeuse, liquide, solide. Il n'y a rien qui se perd aussi. C'est souvent le défi aujourd'hui. C'est tellement petit. L'or, je dis qu'il y en a beaucoup dans les déchets électroniques, mais c'est quand même 0,1% du poids. C'est minuscule, donc ça se perd comme rien là, quand même. Mais c'est énorme. Mais c'est énorme comparativement à une mine, c'est ça. Et ça, c'est très intéressant comme parallèle, parce que si on regarde l'entièreté de la chaîne de production des biens là, à base de métallique comme ça, on va aller chercher un dépôt qui est, disons, d'or, parce qu'on parle d'or, qui a été formé il y a des centaines de milliers d'années, plusieurs dizaines, disons, par un phénomène géologique qui a concentré l'or, pour en faire un dépôt. On va aller le miner, qui est à une certaine concentration, disons élevée par rapport à ce qu'il y a autour. Là. Donc, on va chercher de l'or qui est en grande concentration. On produit des biens commerciaux qu'on distribue. On fait des ordinateurs, plein de bidules à base qui contiennent de l'or. Et ensuite, on les disperse sur le territoire, parce qu'on les vend à tout le monde. Donc là, on vient prendre quelque chose qui est concentré, on le diffuse dans l'environnement, et puis après, ça finit dans le dépotoir, avant INIM. Ou dans l'air, parfois. Ou dans l'air, effectivement. Donc, est-ce que c'est durable comme méthode à long terme? Parce qu'on va finir par avoir réduit la concentration des minéraux, des métaux qui ont été concentrés sur des centaines de milliers d'années par des phénomènes géologiques. Nous, on vient répartir ça. Donc, c'est vraiment essentiel de refaire cette concentration-là pour ne pas perdre l'accès à ces ressources-là. Puis toi, quand tu reçois de la matière, tu dis, on voit l'or. Ben oui, l'or a été reconcentré par les procédés industriels. On a fabriqué des cartes électroniques. Donc, si on ne fait pas ça, continue à enfouir puis à jeter nos métaux. On dissémine. Donc, on fait le procédé inverse des phénomènes géologiques qui ont mené à la création des mines qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est quand même fascinant de voir qu'on a une porte pour renverser un peu cette dissémination-là. Ce que tu viens de décrire là, c'est le chemin que quand on parle d'économie circulaire, ou en anglais cradle to cradle, on cherche de berceau à berceau, on cherche à créer quelque chose qui va avoir une vie utile. Puis ensuite, quand il va avoir fini, il va retrouver son prochain berceau, puis il va avoir une vie utile. Puis effectivement, si la fin de vie, c'est juste dans un dépotoir, on peut se dire, au moins, il est concentré là. Un jour, on va être capable de faire quelque chose avec. Mais en ce moment, la réalité, c'est qu'il ne se retrouve pas nécessairement là. Puis en plus, s'il se retrouve là, il se retrouve à travers un paquet d'autres choses, de la nourriture, du plastique, des vêtements. Donc, on réduit l'efficacité d'aller chercher un gisement. Un peu comme tu dis, on sait que c'est là. Il y a peut-être une once ou quelques tonnes, mais il y aura tellement de troubles pour se rendre à travers. Donc, ça prend quelqu'un qui dit, moi, je vais créer un nouveau chemin pour ça, comme ENIM, par exemple. Mais je dirais que ça pollue en plus. Hein, c'est le défi. C'est que Qu'est-ce qui pollue? En fait, si les déchets sont mal gérés, ça vient polluer les terres, ça vient contaminer, en fait, d'autres zones où on peut plus... ça vient polluer les milieux agricoles. Il y a des maisons qui ne peuvent pas être construites dans ces endroits-là. Donc,
L'eau, Les exact. nappes souterraines, dans le meilleur monde, ça fait comme tu dis, c'est concentré dans une mine urbaine, dans un dépotoir, mais dans le moins meilleur monde... La vérité, c'est que ça va diffusé, dans le réseau d'eau. Ou même que ça va s'en aller justement dans des pays qui sont sous-développés, ou à l'inverse, dans des pays qui n'ont pas de mines ou qui n'ont plus de mines. Entre autres, là, je pense au Japon, à la Corée. La Chine en a, mais elle a compris qu'il y avait une énorme valeur dans ces déchets-là. Donc, c'est un peu fou aujourd'hui que... On parle beaucoup de l'or, mais il y a du cuivre, il y a du palladium, il y a de l'argent, il y a de l'étain, du plomb. Donc, que toutes ces richesses-là s'en aillent, en fait, à l'étranger pour être valorisées, dans le fond, au profit de d'autres pays, là. Donc, en termes d'empreinte carbone, c'est pas optimal d'envoyer ça de l'autre côté de la planète, mais en plus, on perd vraiment des richesses ici. Enfin, alors qu'on investit des milliards de dollars pour aller extraire moins dans la terre. Alors que tout le monde ici qui nous écoute, vous pouvez contribuer en fait en contribuant à la mine urbaine puis en trouvant des manières que ça soit revalorisé de manière responsable. Mais pour se rendre là, ça prend un chemin qui est utilisable. Et là, en ce moment, tout le monde connaît recycler, poubelle, compost. OK? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Moi, j'ai une petite boîte chez moi où est-ce que je mets des vêtements, je mets des ampoules, je mets des batteries, ce qui s'appelle des résidus domestiques dangereux, là, pour qu'un moment donné, je fasse le détour vers le centre de tri. Mais ça, il faut avoir une certaine discipline. Puis c'est aussi, il n'est pas si loin que ça, mais il n'est pas à côté. Fait qu'il il n'y a pas de processus facile de dire, j'en ai plus besoin, je le mets là, puis je sais que ça va être bien géré. Oui, puis c'est pas indiqué. Je me souviens, j'avais pareil, je trie aussi mes déchets en poule, piles, tous ces trucs-là, puis je sais qu'on les met pas à la poubelle. Et il m'a fallu... Je l'ai laissé, j'avais vraiment une boîte pendant longtemps chez moi. En déménageant, je me suis dit, j'ai pas le choix, il va falloir que j'aille jeter ces trucs-là. C'est pareil, les médicaments, quand ils sont périmés, c'est pas à la poubelle, c'est en pharmacie. Mais ça, on le sait, c'est en pharmacie. Les piles, j'ai fait 4 ou 5 magasins avant de trouver un magasin qui me reprenait les piles. C'était indiqué nulle part. Et il y en a un, c'était vraiment, je pense que c'était Pharmaprix, donc là, il y en a quand même pas mal. J'ai vu la personne et je lui ai dit, vous savez, est-ce que je peux jeter mes piles correctement? Et là, elle m'a sorti une petite boîte, mais vraiment de sous le comptoir, donc c'était invisible pour personne. Elle m'a dit, oui, vous pouvez me les donner ici. J'étais OK, c'est difficile à savoir. Et pareil, quand je suis partie de France, donc j'ai mis toutes mes affaires, j'ai tout vendu et je n'ai pas jeté grand-chose. J'ai vraiment vendu, donné tous mes vêtements. Et pareil, j'avais un ordinateur, des CD. Je ne vais pas les jeter à la poubelle. Pareil, je suis allée dans un gros magasin et à l'entrée, je leur ai dit, est-ce que vous reprenez ces trucs-là? Et ils m'ont dit, ah oui, mais il faut aller se renseigner. C'est indiqué nulle part. C'est en train de s'améliorer, puis on parle de l'Europe, c'est vraiment le continent, pour diverses raisons, qui est précurseur, je dirais, que les meilleurs résultats. Je disais que mondialement, c'est 22% des déchets qui sont revalorisés de manière organisée aujourd'hui. L'Europe, c'est plus dans les eaux de 42-43%. Pourquoi? Ben, il y a c'est peut-être l'avocat qui le voit aussi comme ça, là, mais il y a vraiment un vent législatif qui est différent avec des incitatifs pour, entre autres, les producteurs. Ils ont une responsabilité. La responsabilité élargie des producteurs, des fournisseurs. Donc, quand ils construisent un bien, bien, ils ont une responsabilité jusqu'à la fin de vie de ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a des éco-frais, entre autres. Il y en a ici aussi. Donc, il y a ça. Puis, je dirais que pour l'Europe aussi, bien, il y a le facteur... c'est un continent qui est plus petit un petit peu, donc peut-être un peu plus facile, plus riche aussi. Parce qu'on l'oublie, là, mais quand on n'a pas un toit sous la tête, on a de la difficulté à se nourrir, c'est pas la priorité d'aller revaloriser de manière responsable des déchets. Et donc, je vais repasser sur la partie innovation IA dans ce que vous faites. J'ai l'impression de comprendre que c'est beaucoup de reconnaissance d'images, que vous allez regarder un circuit ou un minerai, puis avec l'image, qu'on pourrait trouver des choses qu'un œil humain ne verrait pas. Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres techniques où on va transformer l'image, je ne sais pas, regarder tout ce qui est thermique, tout ce qui est infrarouge, par exemple, peut-être plus pour la roche. Comment vous l'utilisez concrètement dans votre entreprise? Il y a effectivement beaucoup d'analyses d'images. C'est sûr que nous, on prend 1 à 2 térabytes de données par jour pour une session de travail qu'on doit analyser. Donc oui, c'est de l'information qui n'est pas accessible à l'œil qu'on va traiter. Donc il y a une certaine portion qui est la reconnaissance de forme. Donc on regarde des images couleurs, on détecte des fonctions spatiales. Mais la plupart, c'est de l'analyse de données hyperspectrales. Donc là, on va regarder le spectre en chaque petit point sur notre roche et on va interpréter avec des bases de données
le type de minéraux qu'on retrouve en chaque pixel. On découpe. Par spectral, là, on parle d'infrarouge jusqu'à rayon X, tout ça? Ultraviolet. Pas rayon X, on va parler de ultraviolet. Non, dans les minéraux, c'est moins utilisé. On va parler du visible jusqu'à l'infrarouge presque thermique. Donc, 400 nanomètres à environ 12 microns. Donc, c'est là qu'il y a... chaque plage spectrale est diagnostique pour une certaine famille minéralogique. Parce qu'il y a des propriétés qui frappent aux yeux une fois qu'on les regarde avec la bonne paire de lunettes, c'est ça? Exactement. De la roche, là, on peut regarder des centaines de mètres de carottes de forage et ça peut être gris très, très longtemps. Ça peut être beaucoup gris. Donc, quand on la regarde avec nos yeux, on voit gris. Quand on le regarde avec les différentes caméras, selon les bandes spectrales, on va voir un arc-en-ciel de différentes phases chimiques, minérales, donc qui sont les indices de ce qu'on cherche. Donc, ce qu'on cherche, c'est soit un dépôt, on veut trouver notre mine le plus vite possible. Quelque chose qui est concentré, c'est ça? Quelque chose qui est concentré ou quelque chose qui est des indices d'un dépôt. Hein, l'or n'arrive pas par magie en surface. Comme je disais tantôt, il y avait des phénomènes géologiques. Ces phénomènes laissent des traces. C'est les traces qu'on observe pour trouver rapidement notre mine. Oui, parce que j'imagine que c'est rare d'avoir une carotte de forage puis de se dire « Oh, là, il y a de l'or dans ma carotte. » C'est impossible. C'est impossible. Okay. C'est plus possible, malheureusement. C'était possible à l'époque. Et peut-être des cas exceptionnels là, où on frappe vraiment dans la veine. Quand on frappe, on fort dans une veine, on peut arriver à avoir des indices visuels, mais ce qui est rarement le cas parce que on va forer sur tout le territoire et on va chercher, on fore souvent à côté de la veine. Donc, ce qu'on a besoin, c'est les indices dérivés qui indiquent par les différentes altérations minéralogiques qu'on va observer qu'il y a dans les environs un potentiel dépôt. Donc, à mesure qu'on accumule les données, des forages, des analyses, bien là, on peut commencer à trouver un vecteur parce qu'on voit une tendance vers l'évolution des altérations minéralogiques. Alors là, on peut tranquillement, avec comme une boussole, là, la boussole commence à s'aligner, puis là, on se fait une bonne idée du dépôt. Et ça vient jamais seul, finalement, un dépôt. Ça vient avec un paquet d'indices autour. Fait que même si on fort à 1 mètre, 10 mètres ou peut-être même 100 mètres de l'endroit, on peut avoir un indicateur. Non, il faut plus que tu ailles à gauche. C'est ça? Quelque chose comme ça? Exactement. Mais la géologie, c'est une grande soupe de minéraux qui sont propres à une région en particulier. Donc, si on va forer pour de l'or dans la région de Val-d'Or, qui est très populaire pour l'or, on va avoir un certain assemblage minéralogique qui sont les indicateurs. Si on va forer à la baie James ou en Australie ou en Amérique latine, ça va être des assemblages différents. Donc, c'est là, il n'y a pas de recette unique. Dire quand on a minéraux ABC, c'est parce qu'on a, on a un dépôt. Il faut reconstituer cette compréhension-là. Donc, trouver quels sont les différents comportements minéralogiques qui nous indiquent un dépôt. Donc, ça, c'est propre à une région qui est très, très géographiquement limitée. La science autour de ça, elle est déjà bien connue. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait pour le détecter en plus petites traces. C'est ça? C'est pour ça qu'on se tourne vers la technologie? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est un peu ça. Oui, je te dirais que les grands phénomènes sont connus. Par contre, il faut connaître quel phénomène est à l'origine dans la région. Une fois qu'on connaît un peu comment se comporte la géologie, on établit un modèle. Et là, après, on est capable de dire, OK, quand on retrouve telle combinaison, on est capable d'établir un lien entre les différents minéraux qu'on voit et une minéralisation qui est un dépôt finalement. C'est quand même semblable, je dirais, du côté des déchets électroniques. Je reconnais certaines choses. Là. Il y a vraiment une évolution dans les dernières années. Bon, à la base, là, je parlais avec des recycleurs finlandais qui me disaient encore aujourd'hui qu'il y avait des dames qui avaient supposément là, des espèces de une qualité spéciale juste au toucher pour être capable de voir avec l'œil et le toucher à peu près c'était quoi la valeur des cartes de circuits imprimés, d'essayer de les classer d'une certaine manière, mais c'était vraiment ça, c'est de l'intelligence non artificielle. C'est tellement impressionnant. Moi, l'image que j'ai, c'est quand moi j'avais genre 15-16 ans, je triais du blé d'Inde. Ouais. Puis il faut le trier assez vite que tu le regardes pas, tu le prends, puis tu es déjà en train de prendre l'autre, puis tu sens, il est un peu mou, tu le mets à terre, lui il est bon, tu le mets dans l'autre carrosse en arrière. Fait que c'est exactement ça. C'est un peu comme ça qu'on me le décrivait. Moi, j'étais très, très impressionné par ça, puis il y en a qui ont encore très confiance en cette méthodologie-là. Mais le défi après, c'est que souvent, de toute façon, à moins vraiment d'attraper un lot qui est de, je sais pas, là, 200 000 téléphones qui viennent de la même compagnie, les cartes de circuit imprimé, elles sont toutes différentes, dépendamment de l'année, même d'un iPhone, du même iPhone, un autre, le iPhone 16 au départ versus l'iPhone 16 qu'on va avoir 6 mois plus tard, il va avoir
une constitution qui va être différente, un peu moins d'or, un peu moins de cuivre. Au début, on va être certain que la performance est optimale, puis par la suite, on réussit à justement trouver des manières de sauver un petit peu de sous. Donc, et en plus, si on se souvient, les recycleurs viennent broyer tout ça, donc ça devient une espèce de soupe géologique différente, refaite un peu. Donc, la manière aujourd'hui traditionnelle de regarder à l'œil, d'évaluer, puis selon des tendances, de dire ça vaut à peu près ça. Les recycleurs aujourd'hui sont dans le noir. Ils vont vraiment avec leur historique, leurs données passées. Garbage in, garbage out. Là, il y a un moment dans des systèmes comme ça où est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ils font mieux de leur connaissance. Donc, d'arriver avec des méthodes où on va vraiment venir analyser de fond en comble ce qu'il y a, que ce soit au niveau visuel, mais vraiment au niveau sinon de faire des tests un petit peu plus poussés. C'est ce qui s'en vient. J'étais dans des congrès depuis 1 an, tout le monde IA, là, puis c'est pas pour Michel Barrette, c'est vraiment pour... c'est vraiment... Ils ne connaissent pas. Mais c'est ça, c'est vraiment parce qu'ils essaient de trouver des manières, justement, d'utiliser toute cette technologie-là pour vraiment être plus précis dans ce qui se passe. Fait que ça, c'est le côté échantillonnage. Puis il y a plein d'autres applications qu'on voit tout au long de la chaîne, là, dont on va pas reparler. Parce que dans le processus, je serais curieux qu'on le creuse un peu plus. D'ailleurs, dans ton processus, tu n'as pas nécessairement besoin de reconnaître. Ouais, c'est même parlé, toi et moi, pour essayer de voir au départ, parce que je suis super intéressé. Je pense que toute l'équipe ENIM, on essaie. Une des forces qu'on a dans l'équipe, je dirais que c'est que oui, il y a des innovations propres à nous. On a 19 brevets, mais je dirais que c'est aussi d'amener des innovations qui sont établies, éprouvées de d'autres secteurs pour les amener dans notre secteur. L'innovation, c'est aussi ça. Fait que super intéressé de l'intelligence artificielle. Puis, a priori, ben, c'est ça, c'est de voir, là, je dirais que si on part. Premier truc auquel on réfléchissait, c'est de trouver, quand on va avoir des partenariats pour aller tenter d'aller au-delà du 22 % qui est recyclé aujourd'hui, puis de faire des partenariats avec des joueurs, de trouver des endroits avec l'IA où il y en a beaucoup de la mine urbaine, où il y a beaucoup de gens qui peuvent le revaloriser. Fait que ça, c'est un endroit. Deuxième, j'en ai parlé, c'est pour essayer de voir la teneur, en fait, de ces déchets-là. Puis par la suite, ben là, on poursuit, en fait, là, dans l'optimisation de notre procédé aussi. C'est une soupe là, avec un petit peu d'acide, un petit peu de base. On veut réutiliser notre solution, notre eau, pour pas la rejeter. C'est vraiment réutiliser un peu comme un spa, une piscine. Là, on rajoute un peu de poudre de perlimpinpin. Il faut la trouver, cette poudre-là, avec des analyses vraiment poussées pour pouvoir vraiment bien le réutiliser. Ensuite, il y a l'entretien préventif des machines qu'on va avoir. Ça peut être super intéressant un peu plus loin. Toute la chaîne logistique après pour venir optimiser en fonction du temps, en fonction de la circulation dans les routes, à quel moment on va pouvoir trouver le meilleur moment pour envoyer le matériel. Il y a de l'intelligence artificielle en affaires aussi, de se dire, OK, l'or, le cuivre, le palladium, est-ce que ça monte ou ça descend selon les marchés présentement? Puis moi, dans mon domaine aussi, là, que ce soit même au niveau juridique, au niveau marketing, il faut faire attention. Il y a des normes éthiques, des éléments de confidentialité. Là, je salue mon ami Xavier Beauchamp-Tremblay, que tu pourras inviter, qui est un expert avec Jean-François Denis, là, qui sont 2 experts au niveau juridique de comment utiliser l'intelligence artificielle au Québec. Mais il y a des trucs à faire avec ça aussi. Traduction. Donc, ça va vraiment de tous les côtés. Puis je pense qu'on le voit à point. Puis l'ironie de la chose, je me faisais la réflexion ce matin, c'est qu'on voit les centres de données, on voit l'intelligence artificielle. Ça prend quoi, ça? Ça prend des très, 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 très grosses cartes de circuit imprimés avec beaucoup de métaux. Fait que là aussi, il y a comme un cercle infini qui se perpétue là-dedans. Là. Je suis épaté parce que tu es vraiment allé large dans le processus. C'est exactement le genre d'exercice qu'on fait avec nos clients. C'est-à-dire, quelles sont les opportunités qui se cachent. Puis pour le faire, ben normalement, les gens n'arrivent pas avec « Ah, ben voici tous les endroits où est-ce que je pense que ça pourrait aller. » C'est plutôt « Ben voici comment mon entreprise fonctionne. » Puis à moi de lui dire « Ah, ben là, il y a l'IA qui se cache. » Comme tu l'as mentionné, ça peut être des recommandations au niveau des recettes. S'il y a un processus de recherche scientifique qui est automatisé. Donc, on essaie différentes poudres de perlimpinpin. La gestion documentaire. Donc, tout ce qui est dans le niveau légal, on a souvent la gestion documentaire, ça va venir avec aussi une optimisation de processus parce qu'on vient chercher des contraintes textuelles pour ensuite les appliquer dans un processus. Donc, un exemple tout simple, c'est avec des conventions collectives, par exemple, de travail. Ben, OK, tu peux pas faire des chiffres de plus que 8 heures, puis ça peut pas être temps consécutif, puis lui a telle expertise. Fait que finalement, tu te ramasses avec
un casse-tête que tu opérationnises. Donc, c'est l'agencement d'extraction d'informations puis d'optimisation. Comme tu t'es même rendu dans la logistique, aller chercher des bons prix, les livrer au bon moment. Donc, effectivement, il y a des saisonnalités. Donc, comment est-ce qu'on fait pour anticiper ça? À chacune des étapes, tu peux dire, il y a ce place-là. Puis la première question, c'est toujours, c'est quoi l'étape qui va avoir le plus grand impact sur ma business en ce moment? C'est par là qu'on commence. Plutôt que de dire, on va tout révolutionner. Ce qui est le fun avec vous deux, c'est que vous êtes dans des startups. Vous allez révolutionner de toute façon. La réalité des PME, souvent, ils disent, mais moi, pendant que je m'améliore, en plus, il faut que ça sorte à tous les jours. Fait qu'il n'y a rien qui brise, puis il faut juste que ça s'améliore. Donc, y aller par petits pas, c'est souvent la bonne approche. Mais dans votre cas, vous pouvez dire, là, Rémi, moi, je suis en train de construire un condo, là, puis je suis sur le gazon en ce moment. Fait que tous les plans sont à faire, tout est à faire. Faisons-le bien. Fait que ça, c'est le fun dans les deux cas parce que ça permet d'être encore plus créatif. Il me semble, Gabriel, vous n'êtes plus rendu au terrain vert. Là. Vous avez le condo qui est en construction. Là. On a, disons, le cabanon qui a été fait en phase pilote. Donc, une usine de démonstration à Thetford Mines qui a roulé pendant 6 mois. C'est un investissement quand même de 15 millions de dollars là, qui a été fait justement pour prouver qu'à l'échelle commerciale, ça fonctionnait, en fait. Donc, puis là, il y a tout un jeu de conversion en chimie où 1 pour 50 peut fonctionner. Donc, mais c'était des très, très gros bassins qu'on a utilisé, puis on est allé chercher les rendements qu'on recherchait. Donc, une pureté pour certains métaux qui dépasse les 99 %, un niveau de revalorisation qui dépasse les 95 %, donc très peu de pertes. Dans ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Là, je dirais en hydrométallurgie, pourquoi certaines entreprises se sont cassées les dents avant? C'est parce qu'ils revalorisaient à peu près 80 % de ce qu'il y avait dans les déchets électroniques. L'or, le cuivre, entre autres, plutôt qu'à 95, 96, 97. Donc ça c'est pas viable commercialement parce que tu peux pas acheter ta matière suffisamment au bon prix, puis t'en perds en vendant. Donc, tout ça. Donc, usine de démonstration à Thetford Mines. Là, on entre dans la prochaine étape présentement où on veut financer pour une usine commerciale. On n'en parle pas beaucoup. Là. Vous avez peut-être presque la primeur, mais on parle d'un projet d'à peu près 200 millions de dollars US. Normalement, dans la grande région de Montréal, parce qu'on y voit une symbolique aussi de montrer qu'il y a une acceptabilité sociale derrière, qu'on est près de la ressource et puis que c'est pas dangereux, que c'est pas nocif, contrairement aux fonderies, là, je dirais, d'un certain côté. Donc, il y a cette symbolique-là. Puis c'est la première usine avec une vision modulaire. Modulaire encore, l'IA va nous aider là-dedans. Parce que vraiment, notre terrain de jeu, c'est le monde ensuite. Il y a toute une législation, j'en parlais tantôt, au niveau de la gestion des déchets, au niveau de la biodiversité, de la qualité de l'air. Donc, une technologie comme la nôtre peut venir s'implanter dans plein de communautés beaucoup, beaucoup plus facilement que quelque chose de beaucoup plus gros. Les fonderies, dans plusieurs pays, on ne peut même plus en construire. Puis la demande va être là de plus en plus. On ne veut pas envoyer ça seulement en Chine, en Corée, au Japon. On veut essayer de garder les ressources. Il y a une guerre géopolitique un peu mondiale là, présentement où tous les pays veulent garder leurs ressources où elles sont. Donc, c'est un monde passionnant. Puis je dirais que l'IA aussi, si je rebondis, là, nous aide à m'aide au quotidien à brainstormer. Ça fonctionne pour... Je pense n'importe quel type de personnalité, que ça soit plus créatif, que ça soit plus scientifique aussi, mais de venir échanger, demander des données, qu'en penses-tu? Non. Moi, j'apprends un peu à chaque jour. Là, j'en fais un petit peu une gymnastique à voir comment l'utiliser. Des fois, je perds plus de temps que j'en gagne à court terme, mais je me dis que c'est un investissement sur le long terme. Là. Un peu de la même manière que quand j'ai commencé à taper à l'ordinateur. Là, moi, j'étais au cégep, puis j'ai été un romantique. La première session, moi, j'écrivais tous mes travaux à la main. J'étais à l'ordinateur, je le ferais pas. Puis là, j'ai découvert le copier-coller. Que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Puis la même chose au niveau juridique. Au départ, c'était des documents où je comparais des documents avec mes yeux, essayer de voir si tout était, les mots étaient au même endroit. Puis j'ai découvert la comparaison de documents. C'est les ancêtres un peu, mais qui aujourd'hui, on s'en passerait plus de ces choses-là. Là. Puis j'imagine que dans le domaine scientifique, c'est un peu la même chose. On peut vraiment pousser notre réflexion encore plus loin. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de données, mais les données, nos clients nous disent régulièrement, ils disent « OK, c'est beau, là, tes térabytes de données, là, mais qu'est-ce que je dois faire avec ça? » Ça prend l'infrastructure pour tout traiter ça. Il faut les stocker et il faut savoir quoi en faire aussi. Parce qu'on est dans un time frame toujours plus en plus serré, avec des données de plus en plus lourdes, qui ont possiblement bien d'informations cachées, mais il faut l'interpréter. Puis il va y avoir une réponse à la fin. Les clients, ils veulent casser de la roche, ils veulent sortir du métal. Ils ne veulent pas traiter des données. C'est une simplification, là, mais c'est souvent ce qu'ils nous disent, c'est nous, on casse la roche.
OK, fait que là, c'est beau, là, ton gros serveur avec 200 terabytes de données par spectrale, mais c'est pas ça que j'ai besoin. Tu sais, c'est ça que tes clients te disent. C'est ça que nos clients nous disent. Puis c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle la technologie qu'on essaie d'implémenter, ben, nous, on est un peu un nouveau joueur là, qui rentre dans le marché avec une solution qui essaie de combattre différentes solutions qui sont là depuis 10, 15 ans, qui essayent de percer le marché, mais qui n'y arrivent pas. Et je pense qu'une partie de la clé, c'est ça. C'est comment donner une signification plus applicable à ces données-là. Parce que, il faut que les gens soient capables de prendre une décision rapidement. Nous, on travaille avec des outils numériques qui permettent d'ajouter une couche d'interprétation supplémentaire qui, c'est beau les différents minéraux, là, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Est-ce que je fore ou je fore pas? C'est ça la question qu'on veut. On est dans l'aide à la décision. C'est bien Exactement. beau de visualiser différemment. OK, si je le regarde avec tel spectre, ben, je vois telle information. OK, mais je fais quoi maintenant? C'est ça que vous offrez à vos clients, c'est ça? C'est ça la réponse qu'on doit offrir aux clients pour que cette technologie devienne pertinente. Mais c'est compliqué, hein? La résistance au changement, je trouve ça intéressant. Souvent, ces mêmes clients-là, ou nous, nos fournisseurs ou nos clients, vont se plaindre d'une réalité. Puis là, tu arrives avec une innovation. Puis là, ils essaient toujours de le convertir avec leur réalité dont ils se plaignent. Donc, encore là, faut trouver la manière en gestion de changement pour parler le même langage, que c'est les amener à évoluer, en fait, doucement là, pour que nos technologies, nos innovations deviennent pertinentes et compréhensibles, je dirais, pour ces mondes-là qui existent. Le domaine minier, ça existe depuis Mathusalem. La gestion des déchets métalliques, électroniques, il y avait des cours à scrap avant, ça date de très longtemps aussi. C'est des milieux qui sont établis, conservateurs. Donc, c'est un gros défi, je pense, en même temps d'arriver avec... Il faut arriver avec une solution puis leur dire « puis ça va pas faire mal parce que tu vas voir, ça va se faire comme ça. » C'est ça. Il faut trouver une manière concrète, je pense, de rattacher ça à quelque chose qu'ils connaissent. Sinon, c'est trop loin de la réalité. Les gens ont toujours peur de perdre leur emploi, Exact. de changer, mais je pense que l'histoire l'a prouvé plusieurs fois. Là, l'ordinateur n'a pas fait perdre d'emploi aux comptables. Ça n'arrive pas, ces effets-là. La robotique ne fait pas perdre d'emploi dans le marché. On est encore en plein emploi, puis on manque de main-d'œuvre. Le potentiel de ce qu'on est capable de faire augmente à chaque fois. Le travail évolue. Puis ça, on en a parlé dans plusieurs autres podcasts également. Effectivement, il y a des jobs qui sont impactés plus sévèrement parce qu'ils dépendent sur une expertise qui est tellement pointue. Puis une fois que c'est automatisé, on parle de tâches qui sont automatisées, mais effectivement, là, on se retrouve à faire un gros pivot. Mais la réalité, dans la majorité des cas, c'est que c'est une portion de nos tâches qui est automatisée. Fait qu'on se met à faire le temps qu'on mettait là-dessus, mais on le met sur des nouvelles tâches. Finalement, ça devient une constante. C'est-à-dire, il y a une transition de OK, mais mon travail, il évolue dans le temps. Je ne sais pas si je me rappelle du nom. Jean Boulet, ministre du Travail, au printemps dernier, il disait les prochaines 10 années, là, le mot d'ordre, c'est plus culture de l'innovation, c'est culture de la formation. L'innovation est là pour rester, mais il faut apprendre à avoir hâte que les choses vont changer, puis que c'est pas une grosse chose qui va changer, mais ça va juste continuellement changer. Oui, puis de la même manière, je pense qu'il faut se poser la question, des fois, pour Paul Saint-Pierre Plamondon a fait des propositions il n'y a pas si longtemps aussi en parlant beaucoup d'automatisation. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de corps de métier, puis là, que ça soit au niveau manuel, mais au niveau où on réfléchit aussi, beaucoup de gens qui se posent la question éthique, est-ce que je devrais écrire ma norme de qualité ou telle procédure de rien en m'inspirant de mes expériences passées, ou je pourrais faire appel à l'IA. Même chose, j'ai beaucoup d'amis avocats, puis ils sont toujours un peu réticents, oui, à l'élément confidentialité, mais il y en a qui se posent la question, comment je vais justifier mon travail? Puis moi, comme client, l'élément créatif, l'élément confiance va demeurer. En fait, c'est à l'inverse, je trouverais ça un peu niaiseux, justement, qu'on se prive d'autant de puissance de réflexion. Exact. Donc, je pense que comme Québécois, il faut y réfléchir aussi. On est privilégié d'avoir une société qui est éduquée, qui a plein de ressources. Investissons dans le futur là, aussi. Là. Je suis totalement d'accord. Comme tu viens de le mentionner, il va falloir garder la confiance dans ce qui est produit. Fait que ça prend un regard qui dit, ça, it does not make sense. Ça n'a pas d'allure ce qui sort dans ce cas-ci, par exemple, de ChatGPT. Mais c'est le concept j'oublie le terme, l'acronyme, c'est immediately verifiable. Donc, tu veux que ce qui sort d'un algorithme puisse être validé. Donc, tu as besoin de conserver l'expertise. Tu as besoin de constamment nourrir cet esprit critique-là.
Puis ça, c'est pas quelque chose qu'un jour on peut juste dire, ben, l'IA a toujours raison, donc ça doit être bon, là. Puis au final, tu dévalorises la confiance, Ouais. puis la fiabilité également, parce que la réalité, c'est que les choses changent, mais le modèle, lui, ne changera pas. Ça prend une interaction humain-machine qui permet de le faire. Puis on parle du modèle, il y a des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire qui maintenant deviennent possibles. Nous, dans notre domaine, un de nos gros différenciateurs aussi, c'est la traçabilité. Oui, la faible empreinte carbone, l'impact sur la biodiversité, on est 70% plus vert qu'une fonderie, 97% plus vert que l'extraction primaire quand on regarde au niveau de l'empreinte carbone. Mais d'offrir des produits qui sont traçables de A à Z, bien, justement, encore une fois, l'IA vient aider à ça. Là. On travaille avec un fournisseur québécois là-dessus, justement, pour développer toute une méthodologie. On utilise des logiciels pour pouvoir tracer minimalement de la mine urbaine, donc du recycleur. Des fois, on peut reculer 2-3 étapes derrière. D'où viennent ces métaux-là, ces plastiques-là? Ça retourne dans une chaîne et ça peut être tracé, là, ça sort de mon expertise un peu, mais via le blockchain. L'or n'était pas tracé, peu importe où ça venait, avant 2012. Donc, on ne pouvait pas dire si ça venait d'une source éthique, on ne peut pas dire si ça venait d'un mini-artisan, puis où c'était refondu. Puis maintenant, ça l'est? Et là, il y a des normes maintenant depuis 2012. Puis nous, ben, pour l'or. Mais le même principe pourrait s'appliquer à différents métaux. Ouais. Pourquoi juste pour l'or? Parce que c'est celui qui a le plus de valeur. Je pense que oui, c'est ça. Entre autres. Puis c'est aussi un qui était très, très polluant, où il y avait les droits humains qui étaient les plus, je dirais, affectés. Mais je pense que ça va venir. Puis justement, cette technologie-là, l'intelligence artificielle, va venir contribuer à rendre ça concret, alors que beaucoup de gens avant disaient c'est impossible, on ne peut pas le faire. Dans une vie passée, j'ai travaillé à justement offrir de la traçabilité dans le domaine de l'huile de palme. Puis, l'huile de palme, l'idée ici, c'est que ça reposait sur comment il appelait ça déjà? Pas une économie opaque, mais une espèce de, appelons-la shadow economy, c'est que finalement, les transactions qui sont faites sont entre amis ou entre cousins. Donc, il n'y a pas de trace finalement de prêt. Je te donne le fruit de palme. Toi, tu pars avec dans ton pick-up. Tu vas l'amener à l'endroit qu'ils vont te l'acheter pour le transformer, puis démarrer le processus papier. À partir de là, il y a un suivi, mais tout ce qu'il y a au début, il n'y en a pas. Puis vu que c'est dispersé, ça peut être monsieur, madame, tout le monde qui a quelques fruits de palme chez lui, mais la réalité, c'est que, surtout en Indonésie, il y a plein de forêts qui sont déforestées parce que c'est une source de revenus. Fait que tu vas juste te promener sur le bord de la route, tu fais une couple de mètres dans la forêt, tu vas te prendre un fruit. OK, il y a une personne qui fait ça. Il y a 100 personnes qui font ça. Il y a 1000 personnes qui font ça. Là, on se ramasse avec un problème de déforestation. Donc, de pouvoir, il y a des compagnies qui ont dit, nous autres, on ne veut pas faire partie de ce problème-là. Donc, ils vont dire, je vais payer plus cher pour avoir une forme de garantie que l'huile de palme que j'achète ne contribue pas à ce problème-là. Puis là, soudainement, il y a un marché qui existe. Parce qu'il y a des gros joueurs comme Unilever qui disent « Hey, moi, je veux faire quelque chose là-dedans. » Puis on le voit aussi au niveau des mines dans certains continents, dans le domaine du café également. Donc, bref, il y avait ce problème-là qu'on parle en ce moment, ben, on le revoit encore et encore. Comment est-ce qu'on fait pour offrir un niveau de confiance dans le traitement? Est-ce que ça vient d'un endroit qui est durable? Est-ce que le processus est durable? Est-ce que les gens qui ont été impliqués ont été bien compensés? Donc, comment est-ce qu'on fait pour offrir ça? Bien, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête surtout quand on est dans cette shadow economy-là parce que, justement, les gens ne documentent pas leur contribution dans l'économie. C'est là l'enjeu principal. Donc là, est-ce qu'on peut résumer les conseils qu'on peut donner aux gens sur comment réduire son impact environnemental? Donc là, on dit traçabilité, ça peut être important. Est-ce que vous voyez, avec tout ce qu'on a dit, puis d'autres choses de ce que vous faites peut-être aussi dans vos entreprises, quels sont je sais pas moi, comme 5 conseils qu'on pourrait donner aux gens de « OK, je vais faire attention, mon entreprise, j'aimerais m'inscrire dans cet impact positif-là. Qu'est-ce que je mets en place demain? » C'est une question, c'est une question large. Mais moi, en fait, je pense que c'est souvent des petits gestes qui font la différence. Souvent, on dit à un éléphant, ça se mange un morceau à la fois. Là, je pense que faut être très ambitieux, avoir une vision long terme très, très ambitieuse. Puis après, c'est de trouver des petites victoires au quotidien, je pense, qui nous amènent au moins dans cette direction-là, en gardant en tête que le monde est en mouvance aussi. Donc, si on essaie de développer puis d'attendre d'avoir une solution parfaite avant de la déployer,
je pense qu'il va être trop tard. Donc, de la même manière, moi, je dirais que d'un point de vue individuel, dans mon monde à moi des déchets électroniques aujourd'hui, je dirais de trouver une manière. Des fois, on les garde à la maison, les déchets électroniques, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Des fois, c'est parce qu'on a une nostalgie. On se dit, bon, ça pourrait, un vieil ordinateur, je pourrais même le mettre comme décoration dans quelques années. Ça peut être aussi parce qu'il y a des données à l'intérieur qui sont contenues puis qui sont sensibles. Donc, il y a des solutions à tout ça. Donc, dans mon monde concret des déchets électroniques, je dirais de trouver des manières, gain de confiance pour pouvoir les revaloriser de manière responsable. Puis derrière, comme citoyen aussi, je dirais, c'est de mettre de la pression sur les entreprises. Donc, de sélectionner des entreprises qui ont des approches qui sont durables là-dessus. Il y a de plus en plus, justement, de rapports environnementaux, sociaux qui viennent un petit peu expliquer ce qui est fait derrière. Donc, nous, je pense qu'on amène des solutions intéressantes de ce côté-là. Puis, ultimement, encore une fois, moi, je crois beaucoup aux politiques, au législatif. Donc, il y a des normes, des règles internationales, locales pour venir baliser un petit peu le tout. Fait que ça part de l'individu, puis après ça peut se déployer au niveau collectif. Puis le Québec, je pense encore une fois qu'on a plein de beaux outils pour faire ça. C'est peut-être un peu cliché, mais moi, je dirais juste d'utiliser moins de ressources. Absolument. L'industrie minière est capable d'aller chercher énormément de ressources, mais l'idée, c'est le moins on a besoin d'aller en chercher, soit parce qu'on en mine des ressources déjà utilisées ou peut-être la technologie pourrait éventuellement miner aussi les parcs à résidus des mines. C'est pas une mine urbaine, c'est une mine il y a d'autres applications secondaires, ouais. Je ne sais pas comment l'appeler. Mais d'aller en chercher moins. Puis si à la fin de la journée, on est capable d'éviter la construction d'une mine, je pense qu'on a gagné. Mm-hmm. C'est le même concept avec l'électricité. Hydro-Québec, c'est pas pour rien qu'ils avaient lancé le programme ILO ou d'autres trucs. C'est comme des micro-barrages, en fait. Puis quand tout le monde se met ensemble en même temps, ça équivaut à 1, 2, 3 barrages en faisant quelques petits efforts pour baliser un petit peu l'utilisation qu'on fait de l'énergie. Fait que je pense que c'est un peu les mêmes parallèles qu'on peut faire ici. Là. Ouais. Je suis curieux de t'entendre parler du cabanon de Gabriel. Je serais curieux de savoir, parce qu'on en a un peu parlé, le processus là, avec l'éthologie. Ça ressemble à quoi? Ce que vous offrez? On a fait le tour, on va chercher l'information visuelle, puis on donne l'information, mais l'éthologique, là, maintenant, ça ressemble à quoi votre condo? Notre condo avance bien. On a bâti notre premier laboratoire mobile commercial l'année passée. Donc, je dis l'année passée, on est encore en 2024. Donc, cette année, qu'on a mis en production à partir de juin. Donc, on a réalisé des projets chez 7 minières québécoises jusqu'à maintenant. Donc, des projets où on a pu démontrer que la technologie, elle est apte à se mobiliser sur un site soit minier ou d'exploration et à générer des données qui ont une valeur qui permettent une prise de décision rapide. Donc, on a fait la preuve de concept que c'est possible de couper le cycle d'acquisition de données géoscientifiques pour prendre de meilleures décisions plus rapidement. Donc ça, c'est l'étape 1. Ça s'est réalisé merveilleusement bien, je dirais. On est à l'étape d'où on doit augmenter notre capacité de commercialisation. Donc, bâtir plus de laboratoires mobiles, de laboratoires mobiles, de cabanons finalement, pour en mettre un peu partout. Le modèle de l'hydrologique, c'est de déployer un maximum de laboratoires dans différentes mines et projets d'exploration. Mobile parce que ça leur permet d'être directement sur les lieux. Là. Fait que là, on n'a plus la mine qui est loin puis qu'on ship les échantillons. Vous êtes directement sur les lieux. Là. On est directement à la mine. On est installé typiquement dans une carothèque. Donc, c'est l'endroit où les géologues observent... J'ai jamais entendu ça. Une carothèque. Une bibliothèque de carottes. J'adore. Wow! Extraordinaire. C'est un terme assez spécifique. Donc, oui, on est installé là. On va redis carothèque. Carothèque. Wow. Il y en a plein d'autres, hein? Comme hypothèque, je pense. Oui, oui. On fait des hippopotames, c'est ça? Donc, pour l'installer comme un outil de travail là, pour le géologue. Donc, ça va servir à faire une préanalyse pour simplifier son travail. On parlait tantôt de résistance au changement, tu amenais le point. Je trouvais ça intéressant parce que nous, on s'attendait à avoir une grande résistance au changement. Les géologues, on s'attendait à ce qu'ils craignent de perdre leur travail ou de faire transformer, mais au final, ce qu'on leur enlève, c'est la partie du travail qu'ils n'aiment pas. Passer 8 heures ou 10 heures par jour à décrire des carottes avec leurs yeux,
c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent trouver. Ce qui est le fun, c'est d'avoir les résultats, de faire le thinking, les analyses, planifier la prochaine phase de travail. Puis c'est ça qu'on leur permet de concentrer leur temps. Donc, nos solutions technologiques leur permettent de trouver son X, effectivement, puis d'enlever la job plate de collecter l'information qui est toujours reléguée aux stagiaires ou aux géologues pas fins. Donc, on enlève ce fardeau-là. On arrive à la fin du temps imparti, donc je vais juste finir sur une dernière question. C'est quoi vos prochains défis? Avec tout ce que vous avez mis en place cette année, beaucoup de belles évolutions, qu'est-ce que vous visez pour l'année prochaine? Croissance, amener la petite conversion qui manque à l'industrie minière. On a touché à tous les early adopters, donc ceux qui ont fait le premier pas vers la technologie. La deuxième vague qui va nous amener à un niveau de commercialisation plus grand, ça va être de convaincre ceux qui sont moins peut-être tech-friendly. Donc, cette technologie-là peut effectivement leur amener des bénéfices économiques et opérationnels. OK. Et Gabriel? De notre côté, je dirais que c'est lever le financement pour la première usine commerciale, qui serait normalement la première de plusieurs autres. Puis pour ça, c'est de continuer à établir des liens de confiance tout au long de la chaîne de valeur. Donc, d'un côté, avec les recycleurs, les agrégateurs, puis d'avoir des lettres d'entente avec elles. Ça va très, très bien. Je pense qu'on a un beau message. De l'autre côté, c'est de trouver aussi des lettres d'entente. Puis on va avoir des belles nouvelles, je pense, annoncer bientôt pour nos extrants, nos coproduits. Donc, l'or, le cuivre, mais aussi le gyps qu'on va produire, les acides qui vont être là, qui vont être à faible empreinte carbone, qui vont être traçables. Donc, nous, on espère, puis c'est déjà le nouveau marché qu'on voit venir, aller chercher ce qu'on appelle un greenium, donc une prime verte sur nos produits grâce à ça. Puis ça vient vraiment sécuriser le modèle financier, les investisseurs, qu'ils soient gouvernementaux, institutionnels ou des entreprises privées, des stratégiques. Donc, ça va être une belle année, je pense, pour Enim, dans un monde qui est en pleine mouvance, en plein changement. Donc, pour chacun de vous deux, 2025, c'est l'année de la visibilité. Vous avez démontré que ce que vous avez a une portée. Maintenant, vous voulez que le monde le voie. Exact. Puis avoir le soutien de tout le monde aussi. Tout le monde peut y contribuer. Ouais. Génial. Merci beaucoup pour cet échange super enrichissant, Simon et Gabriel. Merci aussi à nos auditeurs qui nous écoutent. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour suivre les prochaines discussions autour de l'IA et de l'innovation. C'était Rémi et Laetitia d'Explorer. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Merci à tous. On vient d'explorer 2 façons dont l'IA révolutionne l'exploitation des ressources et leur réutilisation. Si on faisait un parallèle, c'est un peu comme cartographier un territoire. L'ITologique dessine la carte des ressources cachées en rendant la prospection plus précise et moins destructrice. Enim trace le chemin du recyclage en garantissant que chaque matériau trouve une nouvelle vie avec une empreinte réduite et une origine transparente. D'un côté, mieux exploiter ce que la Terre nous offre, de l'autre, réutiliser intelligemment ce qu'on en a déjà extrait. 2 visions complémentaires qui montrent que l'IA peut réconcilier industrie et durabilité.